Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo consacrée à la psychologie et à la psychanalyse. Je souhaite préciser encore une fois que le but n'est pas de dénigrer les psychanalystes. Ça m'est arrivé d'en rencontrer quelques-uns dans le cadre de mon travail. C'était toujours de chouettes personnes. Ce que je critique, c'est évidemment la psychanalyse en tant que telle, son origine, ses influences et sa dangerosité. On va commencer pour avoir un aperçu général avec une chronologie tirée du livre Psychologie, attribué à René Guénon, et qui indique l'apparition des théories psychanalytiques freudiennes et jungiennes. On a donc en 1900 la première édition de la Traumdeutung de Freud, qui est l'interprétation des rêves, celle où il cite en épigraphe la célèbre citation « Si je ne peux fléchir le ciel, je remuerai les enfers ». Ensuite, en 1906, nous avons la reconnaissance internationale de la psychanalyse. En 1909, la méthode psychothérapeutique jungienne de l'imagination active. Vous verrez que celle-là, elle est pas mal aussi. En 1912, la pleine transformation de la psychanalyse dans un véritable mouvement culturel de plus vaste haleine, destiné à influencer non seulement les arts et les sciences, mais toute l'opinion publique contemporaine. En 1913, une rupture formelle et définitive entre Freud et Jung. En 1916, la théorie jungienne de l'inconscient collectif. Entre 1917 et 1919, la théorie jungienne des archétypes intégrés à l'inconscient collectif. Prenons maintenant une définition de la psychanalyse du site Vocabulaire médical. Je cite. L'inventeur de la psychanalyse, le très célèbre neurologue viennois Sigmund Freud, a donné de sa découverte une définition en 3 points, brièvement résumés ici. Premièrement, un procédé d'investigation des phénomènes psychiques. Deuxièmement, une méthode de traitement des troubles névrotiques ou psychotiques fondée sur cette investigation, la cure psychanalytique. Troisièmement, une série de concepts sur le psychisme, la première topique, puis la seconde topique, qui aboutit à la constitution d'une nouvelle discipline prétendument scientifique. La psychanalyse dont les débuts remontent à la fin du XIXe siècle, initialement appelée psychoanalyse, n'est ni une science exacte, comme le croient dur comme fer certains de ses adeptes les plus fervents, ni une religion laïque, comme le pensent certains de ses détracteurs les plus féroces, notamment le philosophe Michel Onfray. Il s'agit essentiellement d'une technique exercée par des psychanalystes qui peuvent être médecins, parfois psychiatres, mais aussi par des non-médecins. Ce n'est pas au sens strict du terme une discipline médicale, même si les gens qui suivent une cure psychanalytique sont des patients. La condition sine qua non pour être psychanalyste est d'avoir été soi-même psychanalysé, préalablement, condition que, forcément, son inventeur n'a pas pu s'appliquer à lui-même. Déjà du vivant de Freud, la psychanalyse a évolué en différents courants, appelés écoles, avec de vives polémiques et des excommunications, ce qui accentue le parallèle fait par certains avec les religions. Le grand homme de la psychanalyse en France est Jacques Lacan, dont la disciple la plus connue est Françoise Dolto, célèbre pédopsychiatre. Comme le terme de psychanalyse est un peu long à énoncer, on a tendance à l'abréger en analyse, un patient en analyse, mais on parle également de thérapie. Le psychanalyste devient donc un analyste mais aussi un thérapeute. Quant au patient qui suit une analyse, on le qualifie parfois de thérapisant. Fin de citation. Pour résumer et pour faire simple, on pourrait dire que la psychanalyse est une technique psychothérapeutique fondée sur l'exploration de l'inconscient, afin d'en faire émerger les contenus qui posent problème et des troubles dans la vie de la personne pour mieux les corriger. L'inconscient serait une couche en arrière-plan de la conscience contenant des contenus
enfouis, des vieux souvenirs, des émotions, tout ce qui a été refoulé, c'est-à-dire éliminé de notre conscience. L'inconscient est théorisé par Freud, puis sera repris et réaménagé par Jung, qui ajoutera la notion d'inconscient collectif. On reviendra plus en détail sur ces notions un peu plus tard. Cette exploration de l'inconscient se fait par ce que Freud appelle l'association libre, c'est-à-dire que le patient doit énoncer spontanément tout ce qui lui vient à l'esprit dans le but d'en analyser le contenu. Jung développe quant à lui un processus similaire, mais qui va encore plus loin, qu'il appellera le laisser advenir, de l'allemand Geschehen lassen, c'est-à-dire une attitude qui demande de laisser émerger les contenus inconscients, les désirs, les fantasmes, non pas comme une rêverie, mais dans le but de les laisser s'actualiser et de les intégrer à la conscience ordinaire. Et par ce qu'il appelle l'imagination active, c'est-à-dire le fait d'attribuer des images au contenu qui se manifeste, et d'engager un dialogue avec ces images comme s'il s'agissait de personnages réels. La psychanalyse s'est développée et a connu plusieurs cycles, plusieurs écoles, sans toutefois convaincre complètement les milieux scientifiques. L'intérêt pour cette discipline semble, selon moi, s'être atténué avec le développement de l'industrie pharmaceutique et des résultats probants de la médicamentation sur les symptômes. Cependant, si la psychanalyse a pu faire l'objet de critiques dans le monde scientifique, elle n'en a pas moins profondément imprégné l'époque contemporaine et conservé une influence considérable dans différents domaines. Pour s'en donner un aperçu, voici une citation de Viviane Thibaudier, qui est une psychanalyste présidente de la Société française de psychologie analytique et anciennement à la direction de l'Institut Carl Gustav Jung. Elle est aussi auteure du livre 100% Jung, dont je citerai dans cette vidéo plusieurs passages. Je cite. Le 14 février 1955, le grand hebdomadaire américain Times fit sa couverture avec la photo de Jung et le titre « Exploration de l'âme, un défi à Freud ». À l'intérieur du numéro, à la rubrique « Médecine » se trouvait un autre article intitulé « Le vieux sage » qui lui était consacré et dans lequel sa conception de l'inconscient et les grands axes de sa méthode analytique étaient expliqués de manière très claire. À partir de ce moment, il fut évident, outre-Atlantique, et pour tous les anglophones, que Jung venait d'être reconnu comme l'un des personnages importants et influents de ce milieu du XXe siècle. Depuis le début du siècle, ses idées avaient en effet toujours rencontré une large audience dans tout le monde anglo-saxon. Non seulement ces idées, ces concepts y étaient largement reconnus, mais il était aussi très populaire dans de nombreux autres domaines que la seule psychologie, que ce soit celui de la sociologie, des religions ou des mythologies comparées, de la justice ou des arts, danse, musique, cinéma, littérature, peinture, etc. Fin de citation. Et donc plus d'un demi-siècle après les premiers pas de la psychanalyse, on retrouve encore aujourd'hui largement l'influence de cette discipline. Dans l'enseignement, dans les méthodes pédagogiques, j'ai moi-même suivi un cursus dans le secteur social et je peux vous assurer qu'on a été inondé de cours et de concepts en lien étroit avec la psychanalyse. On la retrouve ensuite dans la culture, dans le cinéma avec Hitchcock, Woody Allen, De Palma, etc. On la retrouve dans l'art, on pense évidemment entre autres au surréalisme, où j'ouvre les guillemets. Freud lui-même ressentit la plus grande méfiance envers les représentants du mouvement jusqu'à sa rencontre avec Salvador Dali, le 19 juillet 1938. Dans une lettre à Stefan Zweig, datée du lendemain, Freud avoue « J'étais jusque-là enclin à considérer les surréalistes, qui semblent m'avoir choisi pour saint patron, comme des fous absolus, disons à 95%. Mais il avait changé d'avis devant l'incroyable technique du peintre et l'intérêt analytique de l'œuvre qui lui avait été présentée. » Fin de citation. On comprend mieux aujourd'hui l'art moderne et l'art abstrait qui sont en réalité le fait de délivrer tout le chaos, toutes les tares de son inconscient sur toile.
pour la peinture et toutes ces créations abstraites et sans aucun sens qu'on peut trouver dans les musées. Ensuite, on retrouve l'influence de la psychanalyse dans la psychiatrie, dans la psychologie, notamment dans la psychologie clinique. Voici une citation tirée d'un site de cours de psychologie en ligne, j'ouvre les guillemets. La psychanalyse a ainsi contribué à donner naissance à un nouveau paradigme de la psychologie clinique. Certaines conceptions de la psychologie clinique, comme la psychopathologie, empruntent pour une part la conception théorique psychanalytique, non pas les méthodes d'investigation, de traitement, mais le modèle théorique mis à disposition pour interpréter. Fin de citation. Si la psychanalyse n'a pas fait d'avancées notables sur le plan médical, elle a en revanche grandement influencé l'interprétation de ce qu'est la psyché. Et c'est précisément ce qui reste de la psychanalyse, une influence en arrière-plan, un paradigme, un modèle théorique mis à disposition pour interpréter le psychisme humain. Notamment le fait de l'interpréter à partir d'un prétendu inconscient, qui serait l'origine et l'identité même de l'individu. Une autre influence considérable dont Carl Gustav Jung est à l'origine, c'est le développement personnel. Il est aussi une des principales références, avec l'incontournable Madame Blavatsky, des spiritualités dites nouvelles, le New Age, qui revient en force ces dernières années. Le développement personnel a été en quelque sorte théorisé par le célèbre psychiatre suisse. Avec la psychanalyse, Jung ambitionnait d'accompagner ses patients vers l'accomplissement de soi, terme qu'il emprunte sans en comprendre le sens au soi, à l'atma de la métaphysique indienne. Donc accompagner ses patients vers ce qu'il a appelé le processus d'individuation qui consisterait en la possibilité de s'accomplir comme individu unique, singulier, dans un cheminement, une maturation psychologique, à partir du dialogue avec son inconscient. Quand Freud nous invitait à accepter nos tares, à faire avec nos névroses quotidiennes, Jung va encore plus loin et nous pousse à nous réaliser à partir de ces mêmes profondeurs. C'est la réalisation du moi, l'accomplissement de l'individu qui a sondé ses profondeurs et s'est identifié à ce qui en est sorti. C'est le célèbre « voilà ce que je suis vraiment » ou « voilà de quoi je suis fait ». En d'autres termes, cela revient un peu à inviter les influences du monde psychique inférieur à prendre place dans notre conscience. C'est une libération des influences basses, un lâcher-prise inversé à ce qui devrait en principe être contenu. C'est comme si, dérangés par l'odeur nauséabonde des ordures, on décidait de déballer ces poubelles sur la table pour en analyser le contenu et pour essayer de comprendre ce que nous sommes. La psychanalyse fait partie de ces tendances nouvelles du début du XXe siècle. Freud va apporter un nouveau regard sur le système de l'appareil psychique. Un des caractères de la science moderne est d'expérimenter sans jamais savoir exactement à quoi elle a affaire en réalité. La psychologie moderne sonde aveuglément, observe, interprète avec sa propre subjectivité les phénomènes. À partir de là, elle développe des théories qui peuvent ensuite servir de postulat de départ à toutes celles qui vont suivre. Le monde traditionnel, quant à lui, ne se base pas sur des expériences et des interprétations des hommes, mais sur des connaissances, des principes immuables, transmis au fil des âges par le symbolisme, par les écritures et par les transmissions orales des grands sages de différentes traditions. Évidemment, le monde moderne ne reconnaît pas ces enseignements, ces transmissions comme des références, bien au contraire. Elle leur préfère les théories d'hommes évolués de notre temps. Titus Burckhardt dit en ce sens, je cite, « La psychologie moderne manque de critères qui lui permettraient de traiter les différents aspects ou tendances de la psyché dans un contexte plus large. Dans la psychologie traditionnelle, telle que la présentent les fondements de toute vraie religion, ces critères proviennent de deux sources. La cosmologie d'abord, qui intègre l'âme et ses états dans la hiérarchie des niveaux d'existence, et ensuite l'éthique orientée vers un but spirituel. » Fin de citation.
Le monde contemporain s'étant coupé du ciel, il n'envisage plus l'homme dans un ensemble qui le dépasse par le haut. Il voit au contraire son origine dans l'évolution de la matière. Grossièrement, l'animal est devenu homme. C'est en mangeant des protéines que le cerveau a pu s'agrandir, ce qui a pu permettre à l'intelligence de se développer, développement qui serait désormais arrivé à son apogée en attendant les prochaines avancées entre guillemets. Dans cette logique, on en arrive aujourd'hui à sonder les profondeurs obscures de l'âme, celles en lien direct avec la matière, avec la corporalité, avec les sens, pour tenter d'y trouver des réponses quant aux origines. Voici un aphorisme très parlant de Aurobindo, qui en quelques mots résume parfaitement l'aberration de la logique psychanalytique. Je cite. On ne peut trouver la signification de la fleur du lotus en analysant les secrets de la vase où il pousse. Son secret doit être trouvé dans l'archétype céleste du lotus qui s'épanouit à jamais dans la lumière d'en haut. Fin de citation. Ainsi, pour corriger ces tares, pour les dissoudre, il faut également se rattacher à ce qui nous dépasse par le haut, plutôt que de sonder toujours plus bas dans les latrines dont le contenu a justement pour vocation d'être éliminé. René Guénon remarque dans son chapitre Les méfaits de la psychanalyse du livre Le règne de la quantité et les signes des temps que la psychologie moderne n'envisage que le subconscient et jamais le superconscient, que la psychanalyse fait de cette descente dans les fosses de l'âme sa spécialité. Je cite. C'est bien là, à n'en pas douter, l'expression d'une extension qui s'opère uniquement par le bas, c'est-à-dire du côté qui correspond ici dans l'être humain comme ailleurs dans le milieu cosmique, aux fissures par lesquelles pénètrent les influences les plus maléfiques du monde subtil. Nous pourrions même dire qu'elles ont un caractère véritablement et littéralement infernal. Certains adoptent aussi comme synonyme ou équivalent le terme d'inconscient, qui pris à la lettre semblerait se référer encore à un niveau inférieur, mais qui à vrai dire correspond moins à la réalité. Si ce dont il s'agit était vraiment inconscient, nous ne voyons même pas bien comment il serait possible d'en parler, et surtout en termes psychologiques. Et d'ailleurs en vertu de quoi, si ce n'est d'un simple préjugé matérialiste ou mécaniste, faudrait-il admettre qu'il existe réellement quelque chose d'inconscient ? Fin de citation. Ignorant les influences venant du haut, le superconscient est parfaitement inconnu, il n'est même pas envisagé. Et lorsque quelque chose de supérieur apparaît au spéléologue de l'âme, il le range naturellement dans les considérations subconscientes, confondant supérieur et inférieur. C'est ainsi qu'ils interprètent la religion, le mysticisme, ou encore des aspects des doctrines orientales. Pour Guénon, il s'agit là d'une véritable subversion. La subversion qui est un stade bien plus avancé que la simple déviation des principes. Pour Guénon, la psychanalyse porte en elle un caractère proprement satanique. Et je cite, « Le caractère généralement ignoble et répugnant des interprétations psychanalytiques ne saurait tromper. » Fin de citation. Guénon rapproche également les pratiques psychanalytiques avec le spiritisme, très en vogue à cette époque, qui peuvent utiliser des éléments du même ordre. Spiritisme que Jung, par exemple, a étudié de très près. On en reparlera dans la dernière partie. En entrant en contact avec de tels éléments infrahumains, infernaux, dans de prétendues thérapies, la dangerosité de se soumettre à ce genre de pratique paraît évidente, du moins quand on a pris conscience de ce que ces contenus subconscients représentent. Je cite Guénon, « En réalité, la psychanalyse ne peut avoir pour effet que d'amener à la surface, en le rendant clairement conscient, tout le contenu de ces bas-fonds de l'être que l'on appelle proprement le subconscient. Cet être, d'ailleurs, est déjà psychiquement faible par hypothèse, puisque, s'il en était autrement, il n'éprouverait aucunement le besoin de recourir à un traitement de cette sorte. Il est donc d'autant moins capable de résister à cette subversion, et il risque fort de sombrer irrémédiablement dans ce chaos de forces ténébreuses imprudemment déchaînées. Si cependant il parvient malgré tout à y échapper, il en gardera du moins pendant toute sa vie
une empreinte qui sera en lui comme une souillure ineffaçable. Fin de citation. Dans cette descente dans les cryptes de l'âme, les possibilités inférieures s'emparent de l'individu et finissent par le submerger entièrement. Dans la cure psychanalytique, tout est inversé. Quand il serait judicieux de rétablir l'équilibre psychique en cherchant d'abord à couper l'accès aux influences basses et à se positionner de manière à se faire le réceptacle des influences supérieures, la psychanalyse, quant à elle, cherche au contraire à rétablir l'équilibre à partir des abîmes. Titus Burckhardt nous indique que la psychanalyse, je cite, joue pratiquement le rôle qui revient ailleurs au sacrement de la confession. Le psychiatre remplace le prêtre et l'éclatement des instincts refoulés sert d'absolution. Dans la confession sacramentelle, le prêtre n'est que le représentant impersonnel et donc tenu au secret de la vérité divine qui à la fois juge et pardonne. En confessant ses fautes, le pécheur transforme les tendances qui les sous-tendent en quelque chose qui n'est plus lui-même, il les objectivise. En se repentant, il s'en détache, et en recevant l'absolution, son âme retrouve son équilibre initial centré sur son axe divin. Dans le cas de la psychanalyse freudienne, en revanche, l'homme met à nu ses entrailles psychiques, non pas devant Dieu, mais devant son prochain. Il ne prend pas de recul par rapport au fond chaotique et obscur de son âme que l'analyse lui dévoile, mais au contraire, il se les approprie, puisqu'il doit se dire à lui-même « c'est ainsi que je suis fait en réalité », et ne parvient pas à surmonter cette désillusion avilissante grâce à quelques influences salutaires, il en conserve même une souillure intérieure. Fin de citation. Et cette pensée « c'est ainsi que je suis fait en réalité » est un point central à mon sens, car dans le cas de la psychanalyse, il s'agit de l'identification de l'individu à ce qu'il y a de plus inférieur dans la conscience. Le subconscient est sujet justement à faire survenir en nous des pensées dérangeantes qui peuvent être avilissantes et qui ne sont pas de nous, mais du domaine inférieur. Ce sont les attaques infrahumaines ou insufflations démoniaques, pour utiliser un langage religieux. Ces pensées désorientées, ces pulsions, ces émotions négatives, ces désirs présents ont leur raison d'être dans la manifestation, mais elles ne sont pas proprement les nôtres, sauf si on les laisse s'actualiser, si on les laisse s'installer, si on les nourrit, si on s'identifie à elles. L'homme est soumis naturellement à des pulsions liées aux nécessités biologiques, des pulsions sexuelles, des pulsions de faim, des désirs. Ce sont des influences naturelles qui nous poussent à nous manifester d'une certaine manière et qui ont leur raison d'être à certains degrés quand elles sont maîtrisées et quand elles sont à un degré raisonnable. Par contre, ces pulsions peuvent servir également de véhicule à des influences beaucoup plus sombres et peuvent nous atteindre et nous influencer fortement si on ne dispose pas d'une capacité à les réfréner, et c'est d'autant plus dangereux si on les laisse s'inviter, si on les nourrit, si on les accepte et si on les laisse prospérer. En gros, ce sont des tendances psychologiques pulsionnelles, des forces, des influences basses qui existent dans le monde et qui cherchent en quelque sorte à s'exprimer, à prendre vie si on peut dire, en passant par l'être humain, par l'acte de conscience. L'homme est constamment assailli par ces influences subconscientes. C'est par son ouverture à elles qu'il devient leur instrument. A contrario, plus l'homme leur résiste, plus il se rattache à quelque chose qui le dépasse, plus il les maîtrise. Cela fait partie de l'éducation de l'âme de maîtriser ses passions, ses pulsions, son comportement, de donner à son psychisme une nourriture saine en cultivant de nobles pensées. C'est en tout cas ce vers quoi il faut tendre si on cherche un certain équilibre. Toutes les traditions nous mettent en garde et nous demandent avec insistance de maîtriser cette partie basse de notre âme.
Rumi dit en ce sens, je cite, « Ta nourriture ne se résume pas à ce que tu manges, c'est aussi ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, et les individus que tu fréquentes. Sois attentif aux influences que tu laisses entrer en toi, physiquement, psychiquement et spirituellement. » Fin de citation. Ces influences cherchent, en gros, à agir en nous, à s'actualiser. Et elles y parviennent seulement si on leur en laisse la place, par naïveté, par faiblesse ou par démission. Cela demande un effort certain de les combattre et de se raccrocher au supérieur, surtout dans un monde où les forces de la pesanteur cherchent constamment à nous aspirer vers le bas. C'est un peu là notre épreuve, c'est un peu là notre libre arbitre. Dans le processus psychanalytique, au contraire, le patient entre en cohérence avec ce qu'il pense être lui-même. Il s'accepte. Ou plus exactement, il accepte de conscientiser, de s'identifier à ses démons, à ses émanations inférieures avec lesquelles il est volontairement entré en contact sans en soupçonner la dangerosité. C'est le « connais-toi toi-même » mais mal compris et complètement inversé. Voici la définition de l'analyse dans la pratique psychanalytique chez Jung par Viviane Thibaudier. Je cite « L'important dans l'analyse jungienne n'est donc pas de traquer ce que nous aurions pu refouler de nos désirs infantiles, il s'agira plutôt de repérer ce qui en nous n'est pas encore né, ou n'a pu encore s'extraire et se différencier de la conscience originelle. Il s'agit davantage de se confronter au présent et de développer notre potentiel et le devenir de notre personnalité, le devenir de celui ou celle qui sommeille en chacun de nous et qui ne pourra venir que par une lente descente à l'intérieur de soi, dans les couches les plus profondes de l'inconscient, où sont cachés les trésors inexplorés et encore inexploités de chacun. C'est vraiment le « connais-toi toi-même », mais mal compris et complètement inversé. Jung est particulièrement partisan de ce qu'il appelle l'imagination active ou le laisser advenir, de l'allemand Geschehen lassen. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, ça mérite une répétition. Il s'agit ici tout simplement de laisser émerger les contenus inconscients, non pas comme une rêverie, mais dans le but de s'y confronter et de les intégrer à la conscience. La méthode consiste à fixer son attention sur les désirs inconscients, puis de les laisser se développer librement en leur donnant une image et en interagissant avec eux. Elle amène donc les plans inconscients à s'exprimer et à se développer librement vers la conscience, à donner vie aux images, aux influences qui viennent spontanément. Et c'est bien curieux comme concept, parce que c'est précisément l'inverse de ce qui est demandé dans les traditions, comme indiqué précédemment. Viviane Thibaudier utilise dans sa définition du laisser advenir des mots très forts. Je cite « Il s'agit de regarder attentivement les contenus de l'inconscient de façon à concevoir une idée de ce que l'on regarde, c'est-à-dire que ce que l'on regarde doit nous engrosser, nous féconder, faire naître en nous quelque chose. » De là cette idée chère à Jung que les images issues de l'inconscient, celles des rêves, des fantasmes ou des visions, non seulement ne nous trompent pas, mais nous façonnent de sens symboliques qui demandent à être accueillis dans sa plus simple expression, entièrement et seulement pour ce qu'il est. Jung invite le moi à abdiquer, à accepter de ne pas diriger, tout en restant cependant entièrement présent dans une écoute attentive de ce qui se présente, en étant aussi ouvert à l'émotion que les images suscitent en nous. Fin de citation. Donc en gros, Jung invite le moi à abdiquer devant les éléments inférieurs et non en rapport à un supérieur qu'il ne conçoit même pas. C'est un concept que Jung croit emprunter, et il le dit lui-même, au non-agir du taoïsme. Mais je pense qu'on en est bien loin. Dans le non-agir, le sage est immobile au centre, actif intérieurement et se soumet à la volonté du principe à l'origine de toute chose. Jung, quant à lui, prend le non-agir comme une pratique qui laisse agir les contenus des enfers.
On est à nouveau dans un inversement notable et nous verrons en fin de vidéo tous les inversements de Jung qui, encore une fois, ne laisseront aucun doute sur ses inspirations. C'est par ce que Jung appelle l'individuation, qui serait un processus naturel de transformation intérieure par lequel on devient un individu, c'est-à-dire un être autonome et entier, que le moi va pouvoir, dans la perspective jungienne, se réaliser entre guillemets. Autrement dit, ce petit moi déjà bien malade, puisqu'il est en cure, est censé se réaliser à partir des profondeurs de l'inconscient, en ayant sondé ses contenus les plus obscurs, en les laissant s'actualiser, se révéler à nous-mêmes. C'est ainsi que l'individu révélerait pleinement toutes ses possibilités jusque-là restées inconscientes. Dans toute tradition authentique, c'est le petit moi qui doit être dompté, puisqu'il ne possède pas sa raison suffisante en lui-même, il n'est qu'un pâle reflet de l'absolu. Le moi doit tendre à s'effacer, à se dissoudre, à se délester de lui-même, afin d'atteindre la connaissance d'une réalité supérieure. Il doit en quelque sorte chercher à dissiper les voiles de l'ignorance pour pouvoir percevoir son essence. Au contraire, dans la psychanalyse, dans les spiritualités New Age, le moi doit évoluer, se perfectionner, se renforcer, devenir une version optimale de lui-même. Titus Burkhardt dit à ce propos, je cite, « Pour toute psychologie moderne, l'apogée lumineux de l'âme culmine dans la conscience du moi qui progresse au fur et à mesure qu'il se libère des ténèbres de l'inconscient. Mais selon Jung, ce sont justement ces ténèbres qui contiennent les racines de la vie psychique individuelle. » Fin de citation. Parlons également un peu de Freud, qui va développer à partir de son point de vue l'idée que l'éthique serait héritée d'habitude, qu'elle serait utile à l'occasion pour se comporter en société, mais qu'elle serait surtout un frein, un barrage psychique contraignant pour l'épanouissement normal de la psyché individuelle. On comprend dès lors avec cette idée l'exploration de toutes les possibilités inférieures afin de pouvoir affirmer sa prétendue pleine potentialité. Lorsque la vertu est envisagée simplement comme un simple enclos pour garder sagement le troupeau et qu'elle bloquerait les potentialités de l'homme, les intelligences prétendument supérieures trouveront alors facilement des justifications pour enfreindre et dépasser toutes les limites imaginables. Et dès lors que les limites sont dépassées, il ne reste justement plus aucune limite. Et il y a chez nos pseudo-élites actuelles des pratiques sectaires dignes des degrés les plus inférieurs des ténèbres qui pratiquent ce dépassement des limites, pensant justement ouvrir des barrières archaïques et développer leur plein potentiel. Ce genre de témoignage existe, j'ai tout de suite pensé à cela en lisant cette idée freudienne. Avant de passer à une tentative d'approche de la conscience, dans une prochaine partie, voici une dernière citation de Fritjof Schuon à propos de la psychanalyse. Je cite. « Quand un homme s'inquiète d'une inondation et cherche le moyen de lui échapper, la psychanalyse dissoudra l'inquiétude et laissera le patient se noyer. Ou encore, au lieu d'abolir le péché, elle abolira la mauvaise conscience, ce qui permet d'aller sereinement en enfer. Il résulte de tout ceci que pour le psychanalyste moyen, un complexe est mauvais parce que c'est un complexe. On ne veut pas se rendre compte qu'il est des complexes qui font honneur à l'homme. Et c'est pour cela qu'un médecin de l'âme doit être un pontifex, donc un maître spirituel au sens propre et traditionnel du mot. Un professionnel profane n'a ni la capacité, ni par conséquent le droit de toucher à l'âme. » Il précise quand même au-delà des difficultés élémentaires que le simple bon sens suffit à résoudre. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt. La troisième partie sera la semaine prochaine, où je vais essayer de définir ce que je pense avoir compris de ce qu'est la conscience. J'aborderai aussi, cette fois, l'inconscient, le subconscient, le superconscient. Et je pense que dans une dernière partie ensuite, je parlerai des inspirations
de nos chers psychanalystes en chef, M. Freud et M. Jung. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.